Y a-t-il une opportunité d'investissement sur Odyssée Technologies? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche pour avoir les notifications. On commence tout de suite avec cette micro-cap. Allez, nano-cap, presque micro-cap, je dirais. Nano-cap, ça serait en dessous de 10 millions. Donc, qu'est-ce qu'ils font Odyssée Technologies? Vous connaissez peut-être pas. Hop, c'est une société qui fait de la mécanique de précision. Et on voit derrière, c'est en fait pour la défense. Donc, quand j'entends défense, bon, c'est-à-dire qu'il y a du potentiel, il y a du carnet de commande, hein, parce qu'en ce moment, les budgets d'armement sont toujours en train d'augmenter. Donc les entreprises que tout le monde connaît ont fortement, monté, hein, les Thales, les Leonardo, les Airbus et cetera. Ça, c'est sûr que tout le monde connaît, donc ça les multiples se sont tendus. Mais sur les micro-caps comme Odyssée, ça reste sous les radars, c'est pas accessible aux gérants, donc il y a peut-être du potentiel, hein. Donc alors, mise en garde, hein, quand même, c'est une micro-cap. Donc dans le micro-cap, il y a donc d'abord une prime d'illiquidité d'illiquidité. Est-ce que c'est un problème pour un particulier? Pas vraiment. Vous n'allez pas mettre des millions sur une entreprise de toute façon, donc ça, c'est pas vraiment un risque. En revanche, on peut avoir des communications qui sont moins régulières, on peut avoir des communications qui sont moins, fournies que sur des entreprises, plus établies et on peut aussi, c'est plus le cas sur les micro cap, small cap, avoir des conventions réglementées. Donc lisez bien les documents, les rapports financiers, le rapport annuel et vérifiez que le dirigeant ne se rémunère pas avec des conventions, réglementées pour s'en mettre, dans la poche sur le dos des minoritaires. Ceci étant dit, si on regarde le cours de l'action, bon, depuis l'introduction en bourse, c'était en décembre 2024, ça a quand même, bien fusé, hein. On a fait un fois 3,5 presque. Donc on s'est un peu redescendu. C'est le risque, hein, voilà, c'est des petites boîtes comme ça, par contre, où vous avez des potentiels de moins-value. Donc quand on va là-dessus, il faut y aller pour le long terme aussi, hein. Bon, on va aller voir ça après sur les multiples. Mais donc là, c'est un peu volatile, hein, il fallait s'y attendre. Ça commence à rebondir un petit peu. Bon, au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, on n'a pas beaucoup évidemment d'historique. Ce qu'on peut dire, c'est que donc là, on a combien d'historique? Ça, c'est décembre. On a 2 ans d'historique. Bon, sur, 2023, on avait fait de 22. C'était quand même, sympathique. Sur 2024, ça a un peu ralenti, on fait 11,7. Est-ce qu'on a des données trimestrielles? Non. Bon, donc on va rester sur les données annuelles. Bon, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une croissance qui est quand même soutenue. Il faut aller regarder absolument le carnet de commandes de cette entreprise pour voir les perspectives de croissance, hein. Mais je pense qu'il y a des perspectives de croissance sans aucun problème pour cette entreprise. Au niveau des taux de marge, bon, pareil, hein, il y a peu d'historique. On va avoir très peu d'historique sur cette boîte, vu que c'est coté que depuis, récemment. Mais ce qu'on peut dire, c'est que sur le taux de marge brute, c'est pas mal, hein, c'est 54% sur de l'industrie, de la mécanique. Bon, c'est plutôt bien. Ils arrivent, sur le peu d'historique qu'on a, à monter un peu leur taux de marge et le taux de marge d'EBITDA suit aussi 14%, ce qui est pas mal. En taux de marge net, 7%, c'est, relativement bien, hein, pour, de l'industrie. Attention, pour l'instant, les free cash flow sont négatifs. Est-ce que c'est un problème? Vous êtes sur une micro-cap qui fait de la croissance, nécessairement, il va y avoir la dépense en capital. On va aller voir ça après. Pour moi, ça, c'est pas un problème, vu la phase de maturité de l'entreprise, hein. C'est une entreprise dans laquelle on injecte du cash pour la croissance, hein. Donc, pour l'instant, c'est normal que les capex soient élevés, que les free cash flow soient pas très élevés. Bon, si on regarde la conversion des bénéfices nets en free cash flow, donc bon, il y a en cumulé, il y a un peu de free cash flow, mais pas grand-chose. Il y a, des bénéfices. En revanche, ça, c'est plutôt encourageant. On fait pas de perte, hein, sur cette boîte. C'est pas une start-up, quoi, hein. C'est-à-dire qu'elle est déjà rentable, en fait. Donc 3 milliards sur, ça fait combien de temps, là? Hop, sur 3 ans. Bon, 3 000 000 pardon, sur 3 ans et en faisant le free cash flow, on est presque à zéro. Bon, ça, c'est pas un souci, hein. Au niveau du BFR, bon, il y a quand même, un BFR qui est positif. C'est normal, hein. Ce sont des sous-traitants. Donc ils sont face à des donneurs d'ordre, qui ont en fait, le pouvoir de fixer les délais de paiement. Donc, ils sont pas bien positionnés dans la chaîne de valeur pour eux imposer leurs délais de paiement aux fournisseurs et aux clients et puis en plus ils doivent avoir du stock. Donc, ça pèse au niveau du BFR les stocks pèsent sur le BFR, hein. Est-ce qu'il y a une variation positive sur le peu d'historique qu'on a? Une variation négative, pardon? Oui, donc ça c'est bien. Ils améliorent leur position de besoin en fonds de roulement donc, bon. Je pense que, ils sont pas si mal positionnés que ça et ils sont encore un peu petits, donc c'est normal qu'ils aient un BFR positif. Au niveau de la dépense en capital et la dépréciation amortissement, alors, dépenses en capital plus élevées que les dépréciations amortissement, c'est normal. On continue à faire grossir l'appareil productif. C'est une petite boîte, donc
évidemment qu'on va investir dans des chaînes de production, dans des machines, et cetera. C'est complètement logique. Il y a un peu de other non-cash items, donc il faut aller voir de quoi il s'agit dans les tableaux de trésorerie. Mais bon, donc pour l'instant, c'est normal que les free cash flow soient plus bas que les bénéfices nets, hein. C'est, comme prévu, j'ai envie de dire. Donc pour valoriser l'entreprise, alors si on est conservateur et qu'on prend les free cash flow, en fait, le multiple de le price to free cash flow, il va être à plus infini, ou il va être, très, très élevé. Si on prend le PER, bon, bah, on va voir, hein, donc le PER forward, il est à 31, donc le PER, backward, si j'ose dire, celui des 12 derniers mois, lui, il sera aussi, très élevé. Bon, on va les regarder plutôt en valeur d'entreprise sur EBITDA, à mon avis. Et donc là, à choisir, de toute façon, vous pouvez pas valoriser l'entreprise via ce free cash flow vu qu'il y en a pas. Vous pouvez utiliser le PER, mais à mon avis, ça sera un petit peu faux. Bon, au niveau de la rentabilité opérationnelle, bon, bah, c'est pas mal, hein. On est sur le 10 à 2024. Pour une entreprise industrielle, intensive en capital, c'est une bonne rentabilité. C'est une bonne rentabilité parce que, d'ailleurs, vous êtes en France et donc, dans le numérateur du rendement des capitaux investis, c'est profit opérationnel après taxes. Donc, bon, les taxes sont plus élevées en France qu'ailleurs. Bon, donc, moi, je trouve qu'ils s'en sortent pas mal. Au niveau de la croissance organique, c'est, je pense qu'ils sont un peu en dessous, donc ils sont encore en phase de conquête de parts de marché. Donc la rentabilité va encore monter. Pour l'instant, à mon avis, ils sont un peu justes pour s'autofinancer. On va aller voir s'il y a un impact au niveau de la dette. Non, ils sont cash net. Donc à mon avis, ils ont utilisé l'introduction en bourse pour, rembourser la dette, hein, et pour lever du cash. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs la dette a chuté, hein. Quand ils sont introduits en bourse, on a dit que c'était en décembre 2024. Bon, bah, en fait, cette introduction en bourse a servi à lever du cash et du coup, ils sont passés cash net. Donc là, c'est plutôt bien, puisqu'ils ont des besoins en plus de financer la dépense en capital. Donc, complètement pertinent d'avoir la trésorerie négative, enfin la trésorerie positive, donc une dette nette négative. Si la rentabilité remonte, en plus, il y a pas de raison que la dette remonte, hein, puisqu'ils peuvent s'autofinancer. Bon. Bon, au niveau des free cash flow, il y en a pas, donc il y a pas de rémunération d'actionnaire. Est-ce qu'il y a de la dilution en revanche? Non. Le nombre d'actions est stable depuis l'introduction en bourse, à voir par la suite, hein. Donc, pour l'instant, ils n'ont pas dilué l'actionnaire. En ce qui concerne la valeur d'entreprise sur EBITDA, bon, on va regarder plusieurs multiples, on peut regarder le price earning aussi, mais en valeur d'entreprise sur EBITDA, ça se paye relativement cher quand même. Ça se paye, 18 en médiane. Bon, il y a pas beaucoup d'historique. Bon, on est à 18, donc on est à peu près sur la médiane. En termes de PER, par contre, là, on se paye, cher comparé à la médiane. Bon, le multiple de VE sur EBITDA ne choque pas. À mon avis, les bénéfices nets, ils sont aussi, ils sont impactés par des éléments de non-cash. Si on regarde plutôt la valeur d'entreprise sur EBITDA, hein, je pense, parce que dans le PER, il y a aussi, il y a du cash, hein. Donc il faudrait soustraire le cash au bilan de la market cap pour, recalculer un PER. Donc si on se base plutôt sur la valeur d'entreprise sur EBITDA, on est sur la médiane. Donc par rapport au relatif, cours historique qu'on a, on n'est pas si mal, on est, raisonnablement valorisé. Ça reste élevé, hein, bien sûr, mais il y a de la croissance et il y a du carnet de commandes. Alors ça, il faut bien vérifier, mais il y a du carnet de commandes à mon avis, donc il y a pas de raison que l'entreprise, soit valorisée au rabais, hein, mais qu'il y aura de la croissance. Est-ce qu'il y a une décote sur actifs tangibles? Non. Bon, donc conclusion de ce petit dossier un peu, voilà, hein, une micro-cap, hein, je pense que ça reste intéressant. Si vous allez là-dessus, ça va être un peu, ça va être volatile, hein, voilà, hein. Vous pouvez faire ici, si vous rentrez, en mauvais timing entre, au plus haut et que vous supportez jusqu'au plus bas, vous prenez à moins 50. Bon, est-ce bien grave? Déjà, on ne va pas avec une position énorme sur ce genre d'entreprise, hein. Ça peut pas être une grosse position dans le portefeuille vu que c'est très volatile. Et d'autre part, si vous allez sur ce genre d'aventure, c'est plus une aventure que, un investissement, on va dire value, et voilà, là, c'est, plutôt une aventure entrepreneuriale plus qu'un investissement sur une entreprise bien établie. Donc là, si vous y allez, c'est pour le long terme et il faudra supporter un peu de volatilité, mais je pense qu'il y a, les éléments nécessaires pour, réaliser la croissance et pour augmenter la rentabilité. Donc, je pense que cette entreprise a des perspectives, plutôt favorables, un marché qui est porteur, malheureusement aussi, hein, à cause de la hausse des conflits, on va dire, dans le monde et du coup aussi en Europe. Donc, bien sûr que l'entreprise pourra en profiter, elle sera bien positionnée. Pensez bien à vérifier dans le rapport financier comment, s'organise la gouvernance de l'entreprise. Qui est, l'actionnaire majoritaire? Est-ce que ce sont toujours les fondateurs? Ça, c'est bien quand ce sont les fondateurs, mais il faut aussi regarder, est-ce qu'il y a des conventions réglementées qui peuvent, être en défaveur des minoritaires? Et donc, bah, ça,
pas nécessairement, ça aura un impact à un moment donné, hein. C'est un moyen aussi de se rémunérer pour les dirigeants, un peu sur le dos des minoritaires. Donc il faut bien regarder ce qui est établi à ce niveau-là. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt!